de l'actualité ce 18 janvier. Après 13 ans d'opération, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour est terminée. Le retrait progressif des troupes commencera ce mois. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege ont commémoré ce dimanche le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et puis alors que le CHAN a débuté le week-end, le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent à Yaoundé, a estimé que tout va revenir gentiment à la normalité. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Au Nigeria, l'armée avait repris ce dimanche le contrôle de sa base militaire de Marte dans le nord-est du pays après d'intenses combats avec les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP qui a revendiqué l'attaque de la base. De nombreux combattants de l'ISWAP, une branche dissidente du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, avaient attaqué la base militaire stratégique de Marte vendredi soir et en avaient toujours le contrôle samedi dans la journée avant d'être délogés par l'armée et notamment par une lourde opération aérienne. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir détruit 7 camions militarisés des terroristes d'ISWAP Boko Haram et a décimé plusieurs terroristes alors qu'ils tentaient d'attaquer leur position. Dimanche matin, l'armée avait repris le contrôle de sa base et les terroristes ont quitté la ville de Marte, d'où des milliers de civils ont fui pour rejoindre Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, à 130 km de là. L'ISWAP, qui a revendiqué dimanche cette attaque, affirme avoir tué 7 soldats et en avoir capturé 8 pendant que les autres ont fui. Ils affirment également avoir dérobé de nombreuses armes, munitions et des véhicules et avoir totalement brûlé les baraquements. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par l'armée. L'armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP qui sèment la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marte, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un redéploiement dans la zone. Bobi Wine a signé à résidence. C'est ce qu'a affirmé son parti ce dimanche au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle. La plateforme de l'unité nationale exige sa libération. Autour de la résidence de Bobi Wine à Kampala, une présence remarquable des forces de l'ordre ougandaises. Selon les déclarations de l'opposant, la police empêcherait toute entrée et sortie de cette résidence. Une assignation à résidence avait-il crié. Ce dimanche, la plateforme de l'unité nationale confirme l'état de siège de sa maison et exige sa libération et sa reconnaissance en tant que président élu de l'Ouganda. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de notre chef et sa déclaration immédiate en tant que président de la République dûment élu, car nous savons qu'il a gagné. Nous exigeons également la libération immédiate de tous les membres et dirigeants de notre parti détenus au secret dans divers centres de détention du pays pour leur permettre de retrouver leurs familles ou de les faire inculper s'ils ont commis une infraction. Plusieurs autres membres de la plateforme seraient en détention. Leur libération est aussi exigée. Bobi Wine, de son vrai nom, Robert Kyagulanyi, selon les résultats de la commission électorale ougandaise, est arrivé deuxième à l'issue de la présidentielle avec 34,8% des voix. Des chiffres que conteste l'opposition qui pense plutôt que c'est Bobi Wine le vainqueur face au président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Je le disais en titre, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a mis fin à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan. Ce retrait inquiète vivement les habitants. Après 13 ans d'opération, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour est terminée.
La mission de maintien de la paix a pris fin jeudi 31 décembre à minuit au Darfour, a déclaré le porte-parole de la MINUIAD, Ashraf Issa. Le retrait de quelques 8000 membres de la mission onusienne, militaires, policiers et civils, doit s'étaler sur une période de 6 mois à partir de janvier. Le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. La fin de la mission, qui avait débuté en 2007, intervient malgré une recrudescence des affrontements tribaux au Darfour qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. Les habitants de la région ont manifesté récemment contre le retrait de la MINUIAD. Cette dernière a tenté de rassurer les habitants du Darfour. Le porte-parole de la mission à Khartoum, Ashraf Issa, a dit comprendre leur inquiétude, mais a-t-il affirmé, la situation s'est largement améliorée ces dernières années. Le pouvoir à Khartoum a quant à lui assuré que les troupes gouvernementales seraient déployées dans la région pour contenir les violences. Après la MINUIAD, qui a compté jusqu'à 16 000 hommes, l'ONU restera au Soudan via une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. Cette mission politique aura comme tâche d'assister le gouvernement de transition installé en août 2019 et issu d'un accord entre militaires et dirigeants du mouvement de contestation qui a conduit à la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019. Elle devra aussi aider à l'application des récents accords de paix dans les régions ravagées par les conflits. C'est une paix précaire qui règne au Darfour. Près de 50 personnes ont perdu la vie en 24 heures, dont des affrontements entre tribus rivales dans cette région. Reportage. Ces violences sont également les plus meurtrières depuis la fin, le 31 décembre, de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Un retrait qui avait vivement fait craindre une escalade aux habitants de cette vaste région. Selon un nouveau bilan publié dimanche par l'agence officielle soudanaise SUNA, les violences depuis samedi dans la capitale du Darfour Ouest ont fait 48 morts et 97 blessés. Et ils se poursuivent, a-t-elle ajouté. Les heurts ont éclaté entre la tribu Al-Masalite et les nomades arabes. Des milices armées favorables aux nomades arabes ont ensuite attaqué El Geneina et plusieurs maisons ont été incendiées selon des témoins. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a envoyé une délégation de haut rang au Darfour Ouest pour tenter de rétablir l'ordre. Le Darfour connaît une recrudescence d'affrontements tribaux qui ont fait 15 morts et des dizaines de blessés fin décembre, soit quelques jours avant la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, une opération de 13 ans. Le retrait progressif des troupes de cette mission, censée commencer en janvier 2021, sera étalé sur 6 mois. Et le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, ont commémoré ce dimanche le 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, éphémère Premier ministre et éternelle icône de la décolonisation. Retour sur les lieux de son exécution au Katanga, auprès de son fils à Kinshasa et à Bruxelles, où Lumumba symbolise la mauvaise conscience du passé colonial de la Belgique. Le 17 janvier 1961, la mort attend Patrice Lumumba au bout de cette route. Un mémorial marque le site de son exécution dans cette forêt, à 55 km de Lumumbashi, Elisabethville à l'époque. L'épave d'un vieux bimoteur rappelle que Lumumba avait été transféré le jour même en avion depuis Kinshasa, ex-Léopoldville, vers la région minière du Katanga. Ces bourreaux ont fait disparaître le corps. Donc jusque-là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères congolais. Et de manière particulière, on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères congolais. Mais les archives ont finalement parlé. Ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. À Kinshasa, la capitale, un boulevard et une statue saluent la mémoire de l'éphémère Premier ministre, en poste pendant quelques semaines après l'indépendance du 30 juin 1960, avant d'être renversé. Pour son fils, François Lumumba, l'héritage politique du père de la nation est toujours vivant. Pour le Congo, il présente le symbole de l'unité du Congo.
de l'intérieur du Congo. Il a tressé de grandes lignes. Et en plus, il est aussi, comment on pourrait dire, l'héros de l'indépendance. L'héros de l'indépendance du Congo. À Bruxelles, un petit square Lumumba a été inauguré en 2018. L'ancienne puissance coloniale s'apprête à rendre au Congo une dent qui aurait appartenu à Patrice Lumumba, prélevée sur sa dépouille par l'un de ses bourreaux belges. Le roi a présenté des regrets pour le passé colonial de son pays, insuffisant pour cette militante issue du mouvement décolonial. Voilà, donc je veux dire qu'on est dans un entre-deux qui démontre bien qu'en réalité, on n'a pas très envie de s'excuser réellement, on n'a pas très envie que ça change ni que ça bouge, parce que s'excuser appelle l'étape suivante, réparer, réparation symbolique, travail mémoriel, mais aussi réparation en numéraire. Il faut rendre l'argent. Au Congo, sur les lieux de l'exécution, le mémorial Lumumba, commencé en 2016, reste inachevé à ce jour, faute de moyens ou à cause de la corruption. Et puis le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il pense qu'ils ont pu montrer et démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité. Il a fait cette déclaration à Yaoundé au Cameroun, alors que le CHAN a débuté le week-end avec une victoire du Cameroun 1-0 face au Zimbabwe. Je vous invite à le suivre, ainsi que quelques amoureux du cuiron. Des mesures qui ont été prises en termes de distanciation, de port du masque et ainsi de suite. Donc je pense qu'on a pu démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité, évidemment en protégeant la santé qui est la valeur la plus importante qu'on a. Le gouvernement a pris de très fortes mesures pour que, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire, pour que tout vraiment soit mis en place afin que la compétition se passe avec, on espère, 0 cas de Covid à cause de la CHAN, et qu'il y ait aussi 0 cas d'incident ni d'accident. Sur tous les plans, les moyens ont été mis. Effectivement, ce CHAN qui intervient dans un contexte de Covid-19, post-Covid-19, va nous permettre de vivre des moments de joie avec ce que nous avons eu à vivre en fin d'année, au courant de l'année passée. Je pense que le mouvement sportif camerounais, africain en général, va sortir de son effort et va pouvoir galvaniser les autres championnats qui pourront reprendre. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.